Oui, mais là, on est au cœur de votre, justement, de votre Bien sûr, apprentissage de la connaissance d'un univers bien très sûr que lointain oui, qui est la Grèce, exactement. finalement. Et en ce sens, quand on me dit, mais Comprendre l'autre. quel rapport y a-t-il entre ce que tu as fait sur la Grèce et puis tout ça? Mais il y a un rapport, parce que quand il s'agit de comprendre une civilisation comme celle de la Grèce ancienne, qui est très différente de la nôtre, qui est Qui est autre, autre complètement. dans sa religion, dans son fonctionnement, dans ses attitudes mentales, dans ses formes de sentiments, dans la conscience de soi, dans l'identité, dans le rapport à autrui, dans le rapport au monde. Tout ça, c'est Dans la différent. mémoire, dans Dans la l'approche de la mémoire, mort. oui, c'est ce que j'ai essayé de Hmm. faire. Ça a été mon boulot scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Par quoi se... vous avez commencé? Bon, je sais qu'il y a eu ce choc pour le pays, la Grèce, Oui, c'est pour la vrai. beauté de son ciel et puis la beauté des Tout. paysages. Et des Et des gens gens, n'oublions pas les cette gens. hospitalité méditerranéenne, des gens qui vous accueillaient, qui vous disaient venez chez nous, qui vous offraient leur lit. Ça, oui, dans les années 35, la première fois où j'ai été en Grèce à pied, que je l'ai parcouru à pied. Alors, il y avait ça. Ça, Là, c'est la sensualité, quoi, du ça, pays, c'est c'est la la manière de le sensualité, percevoir. c'est la fascination aussi pour, pour quelque chose qui est différent de soi. Bon, moi, j'étais quand même un petit bourgeois français, des cartésiens. Hein. Ma femme me disait toujours ah, qu'est-ce que tu es cartésien. Bon, elle avait sûrement raison en grande partie, mais c'est comme pour le catholique avec qui je lutte coude à coude. Il y a la révélation dans cet accueil que vous fait cette Grèce d'aujourd'hui, qui est restée dans sa paysage, qui était restée, ça a changé, qui était restée comme ça très accueillante et hospitalière. Il y a la révélation d'une façon d'être autre que la vôtre, et qui en même temps s'impose à vous comme la révélation d'une valeur, de quelque chose qui est beau, c'est de la beauté, ça, et une beauté autre que celle à laquelle vous êtes habitué, et qui vous fascine d'une certaine façon. Le grand problème, pour la connaissance, et peut-être pour la politique, c'est d'arriver à sortir du système dans lequel on est enfermé, du système de catégories auquel on est habitué, qui vous semble naturel. Et quand vous regardez par exemple la Grèce ancienne, vous êtes obligé de faire quoi? De faire un double mouvement. D'abord, vous les éloignez, ils sont déjà loin. Vous regardez ça comme un entomologiste regarde les mœurs d'un insecte. Vous êtes loin. Mais, il y a un moment où il faut faire le mouvement inverse. C'est-à-dire, il faut essayer de vous mettre à leur place, de vous mettre dans leur peau, de les sentir du dedans. Mais c'est pareil dans le quotidien. Mais c'est comment on fait alors? Parce qu'à vous lire, et je vous ai beaucoup relu ces derniers temps, on a l'impression que vous faites comme un scaphandrier au fond de la mer de l'Antiquité, et qu'au fond, il y a des plongées vers la mémoire, il y a des plongées Oui, vers des dieux, il y a des plongées vers la beauté. Vous dites un truc, une chose absolument incroyable. Vous dites qu'il y a une esthétisation des valeurs chez les Grecs, oui, je le pense. et qu'un type bien, eh ben, il faut qu'il soit beau. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les Grecs, c'est le vocabulaire grec, car les Grecs disent euh, euh, beau, bon, kalos kagatos. Ça veut dire que les deux termes n'en font qu'un. Les Grecs, vous savez, c'est jamais tout à fait aussi simple. Il y a cette idée. Il y a cette idée que Achille, Ulysse, Périclès, quand on les voit, c'est une civilisation de la vision, du regard, de l'œil, et peut-être aussi à cause de ça, de l'esthétisation. C'est pas par hasard que même la religion est une religion esthétisée, c'est-à-dire les dieux sont présentés dans cette forme humaine, dans cette forme d'un kouros ou d'une Corée, d'une jeune fille, et dont on ne sait pas si c'est un dieu ou un être humain. Je veux dire que la même statue peut représenter Apollon ou celui qui fait la dédicace à Apollon. Pourquoi? Parce que ce qui est beau dans l'homme ou dans la femme aux yeux d'un grec, c'est le reflet qui leur vient du divin. Quand les Grecs disent, quand on voit à Délos les jeunes filles et les jeunes gens qui dansent ou qui font un concours,
on croirait voir les dieux. Ce qu'il y a de beau dans l'homme, c'est le reflet de quelque chose qui est au-delà de l'homme, qui est plus pur, qui est plus immuable, qui est plus parfait, comme si nous qui vivons dans un monde où il n'y a pas de lumière sans ombre, où il n'y a pas de jour sans nuit, où il n'y a pas de jeunesse sans vieillesse, de naissance sans mort, nous ne pouvions comprendre et apprécier ce monde qu'en sachant qu'il y a par derrière un monde où la lumière est pure, où il n'y a pas d'ombre, où il n'y a pas de nuit. Les dieux sont dans une sorte de luminosité permanente. Alors, c'est ça que j'appelle l'esthétisation. Cette esthétisation, ben, elle est déjà chez Platon, quand Platon dit « Oh, ben, les dieux, ce sont les dieux qui nous ont appris à faire dès l'enfance, des rituels, qui sont des danses, des chants, des cortèges, tout ce qui est la religion grecque en même temps, la présence des dieux, c'est la joie, c'est l'harmonie. Il faut faire ça. Et c'est le plaisir aussi. oui, il y a le plaisir, il y a le plaisir, il y a un plaisir qui est en même temps maîtrisé parce qu'il ne faut pas être esclave de ses pulsions, de son estomac, de ses testicules. Pour les Grecs, il faut savoir contrôler tout ça. Mais en même temps qu'il y a ça, le contrôle, il y a l'inverse. Parce qu'avec les Grecs, moi j'étais à mon affaire. Ah bon? Ben oui, j'étais à mon affaire dans la mesure où ce que j'essaye de montrer, c'est que il n'y a pas de raison politique sans qu'il y ait un aspect de mythe. Il n'y a pas de mythe qui n'ait sa rationalité. Je dois dire quelque chose comme dans les cités antiques, comme dans le monde moderne, dans la recherche érudite, scientifique, comme dans l'engagement militant, il y a toujours à la fois les deux pôles de la lucidité critique, du rationnel et de l'imaginaire, du mythique, plus ou moins représentés, mais jamais complètement absents. Je crois à ça. Pourquoi je dis que les Grecs, c'était mon affaire? Mais parce que les Grecs sont des gens dont on a beaucoup dit que c'était une civilisation de la rationalité, de l'ordre, de la mesure, ce que les Grecs appelleraient sophrosune, la maîtrise de soi, une certaine façon de se présenter avec sa dignité et en même temps sa modestie, mais en même temps son assurance. Il y a ça, c'est vrai, mais chez les mêmes Grecs, il y a le contraire. Il y a Dionysos, c'est-à-dire le culte de la folie. Le fait que les femmes, au lieu, Périclès aurait dit que les femmes, voilà, le meilleur discours qu'elles puissent faire, c'est quand elles se taisent, qu'elles sont vouées au silence, et aussi là, à la pudeur, et au retirement dans la sphère domestique. Et en même temps, ce sont elles, sous la forme du ménadisme, qui jouent le rôle principal dans ce secteur religieux. Ce sont elles qui allument les désirs, enfin pas toujours chez les Grecs quand même. Hein. Pas les ménadismes. Entre hommes, ça se passe très bien aussi. Oui, oui, sûrement. En tout cas, disons que, c'est pour Artémis, c'est la même chose, que les Grecs, qui sont tellement soucieux de maintenir leur identité de Grecs, et même d'hommes masculins, adultes, les enfants, c'est pas encore des hommes, les femmes, c'est pas des hommes, les esclaves, c'est pas des hommes, les barbares non plus. Pour être pleinement homme, il faut, je peux dire, être citoyen, mâle, grec. En même temps qu'ils ont ça, ils n'ont aucune espèce de mépris à l'égard de ce qui est autre. On voit très bien quand on regarde de plus près, et que les femmes ont une place très importante, et que le regard qui est porté sur les étrangers, par exemple le regard qu'Hérodote porte sur les Égyptiens, ou même sur certains aspects de la vie perse, est un regard admiratif. Admiratif. Il pense que, et Platon aussi, il pense que par rapport aux Égyptiens, les Grecs sont des petits-enfants à peine dégrossis, que là, il y a l'Antiquité, la sagesse, l'esprit religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'il y a dans notre monde moderne, cette façon, cette fermeture sur soi qui est le rejet de l'autre. Il y a l'assurance, certainement, que la Grèce, c'est bien, que c'est mieux d'être grec. Mais en même temps, il y a l'accueil de l'autre, très, très volontiers, et pas seulement. Il y a le fait que cette même civilisation de la cité,
qui insiste sur l'équilibre, la centralité, là, il faut mettre, que ça ne bouge pas, eh bien, en faisant de Dionysos un dieu qui place au centre de la cité, on peut dire qu'ils amènent l'autre. Dionysos, c'est un dieu oriental, d'une certaine façon, par son costume, son comportement. C'est un dieu qui a une robe de femme. C'est le dieu du délire, avec ses ménades qui l'enthousiasment. C'est le dieu de la folie. Eh bien, voilà. Pourquoi? Parce que les Grecs, je crois, ont compris que on ne peut pas construire une communauté d'égaux cimentée par l'amitié et où les gens se sentent les mêmes que les autres sans introduire en même temps l'altérité en plein milieu. C'est-à-dire, je prends l'exemple des Bacchantes d'Euripide. Vous avez donc ce roi-là, qui est à la fois le grec, le modèle d'un bon roi, il veut veiller à la sécurité, qui méprise les étrangers, qui méprise Dionysos. Et ce qui va devenir de ça, c'est qu'il va être la figure même de l'autre. Il va prendre la figure de Dionysos, mais la figure noire de Dionysos. C'est-à-dire, il va devenir un monstre. Il y a de la monstruosité et de l'horreur dans la volonté irréductible d'exclure tout ce qui n'est pas soi, tout ce qui n'est pas identique à soi. Alors, ça, c'est une leçon qui ne pouvait pas ne pas me plaire, parce que mon expérience de vie, mon expérience de la résistance, mon expérience de la lutte anticolonialiste, après. Notamment en Algérie. Oui, en Algérie, au Vietnam déjà, c'est l'idée que, pourquoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la guerre finit, en 1945, pour nous, cette fin de la guerre, ça veut dire la liberté recouvrée, le territoire où il n'y a plus maintenant d'ennemis, ça veut dire toutes les portes ouvertes. Mais pour les gens, les peuples coloniaux qui nous ont aidés dans cette affaire, avec leurs soldats, souvent, c'est tout à fait un autre sens. L'histoire vire là. Ça n'est plus la lutte contre le nazisme allemand, ça devient tout d'un coup le fait que ces peuples, on le voit puisque tout de suite, il y a les révoltes à Constantine, il y a les révoltes dans le Proche-Orient. C'est-à-dire que ce moment, c'est le moment où la question décisive pour un pays comme la France, ça n'est plus la lutte contre le nazisme pour libérer le territoire, c'est la décolonisation.